Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour ce cercle croisé de royalistes sur l'économie en général. Donc la pensée royaliste de l'Action française aborde effectivement chaque domaine de la société et en particulier l'économie qui est au cœur de la vie de chacun. Les royalistes ont depuis la création du mouvement toujours été très attentifs à l'équilibre de la société, notamment en dénonçant le traité d'Allard en mars 71, puis les lois Le Chapelier en juin de la même année. Donc tout ceci s'est fait à travers des luttes sociales tout au long du XIXe siècle. Et enfin, on s'est un peu battu pour un plus grand respect des personnes et des professions qui existaient, enfin tous les corps de métier qui existaient à l'époque, d'une part l'action politique, mais aussi avec le personnage de René de la Tour du Pin, qui théorisait une doctrine de l'Église sociale, enfin une doctrine sociale plutôt de l'Église, à travers justement ce côté de l'économie. Et c'est donc dans cette tradition-là que nous, royalistes du XXIe siècle, on entend exposer aujourd'hui notre analyse et faire valoir différentes propositions pour une économie plutôt équilibrée et assez pragmatique. Donc la France, en effet, est depuis trop longtemps, malade au niveau politique, au niveau de l'économie, de la société, même au niveau de l'éducation. On peut notamment parler de la détresse de notre agriculture, que l'on voit particulièrement aujourd'hui avec toutes les manifestations, au salon de l'agriculture qui est à Paris, tout ce qu'on voit tous les jours, on le voit concrètement, et notamment aussi par les faillites d'entreprises, le déplacement des grandes industries, notamment par la délocalisation qui a toujours lieu. Et donc le constat statistique est assez important, et on pourrait en parler une après-midi entière, mais là c'est juste pour citer les plus importants. Et donc les royalistes de l'Action française, depuis la création du mouvement par Charles Maurras à la toute fin du XIXe siècle, s'intéresse à ce pan de l'économie, on n'oublie pas justement ce pan de l'économie qu'est l'économie, ce pan de société qu'est l'économie, parce qu'on considère que le politique, au contraire, doit soutenir l'économie, un petit peu l'encadrer, en être une sorte d'arbitre, on pourrait dire. Il est donc important de mener ce combat économique pour la santé du pays, et donc cet après-midi, on va servir à croiser un petit peu nos regards, toutes nos propositions, tout ce qu'on constate, pour réfléchir autour d'une pensée économique plutôt pragmatique. Pour cela, aujourd'hui, nous avons donc trois invités qui nous viennent aujourd'hui, qu'on remercie chaleureusement. Monsieur de Crémier, président de la Fédération royaliste de Provence et ancien expert foncier. Monsieur Jean-Philippe Chauvin, militant et royaliste depuis toujours. Et enfin, monsieur Marc Dégors-Roumillac, diplômé en économie et directeur en ressources humaines aujourd'hui. Donc tous trois aujourd'hui vont intervenir devant vous pour faire ce constat du dérèglement actuel de l'économie française, d'une part, et d'autre part, avancer des propositions royalistes empreintes d'empirisme pour justement réfléchir autour de ce côté-là, pour proposer des solutions en partant de cette tradition maurassienne. Donc vous aurez donc trois petites conférences avec une très courte pause entre chacune. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez aux conférenciers et puis réfléchir vite fait entre nous. Et à la fin, on fera une pause plus importante avec quelques boissons pour vous rafraîchir. Et ensuite, on fera une grande table ronde sur le néocorporatisme dans lequel vous pourrez tous intervenir sur ce sujet-là. Donc on va commencer tout d'abord avec M. de Crémier sur une petite conférence sur la critique du libéralisme et parler par exemple de la financiarisation de l'économie. En effet, nous vivons aujourd'hui au sein de l'économie une financiarisation de l'économie parce que la sphère économique plutôt s'est autonomisée et absorbé les sphères politiques et sociales par les services marchands. Donc la croissance financière est devenue un but de l'économie, un but final. Or la logique financière est fonctionne sur le court terme, alors que le temps de l'économie nécessite forcément une réflexion à moyen terme et même à long terme. Le court terme ne suffit pas. Donc c'est donc la fin des métiers. Et on va aussi réfléchir sur la globalisation qui a mené à la désindustrialisation de notre économie et notamment à la tertiarisation qu'on constate aujourd'hui qui est de plus en plus approfondie. Monsieur Crémier, donc à vous l'honneur de commencer cette conférence. C'est impressionnant. Le titre que je pourrais donner, j'avais mis la grande transformation. Je précise tout de suite, j'en ai parlé, que pour moi, la science économique n'existe pas. En ce sens que, pour l'ériger en science, les économistes nous disent l'acteur économique
qu'il s'agisse des ménages, des sociétés ou autres, est toujours rationnel. Toujours rationnel. On sait bien que ce n'est pas vrai. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans leurs prévisions, ils se trompent toujours. Parce qu'ils négligent les facteurs politiques, sociaux, psychologiques, etc., qui agissent directement. Alors, je vous conseille tout de suite un livre qui est célèbre. C'est La Grande Transformation de Karl Polanyi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, j'en parlerai autrement. On a eu une rupture extraordinaire qui s'est produite au XIXe siècle, essentiellement, et même un peu avant, et puis au XXe siècle. Pour la première fois, on se représentait une sorte particulière de phénomènes sociaux, les phénomènes économiques, comme séparés de la société et constituant à eux seuls un système distinct auquel tout le reste du social devait être soumis. On avait désocialisé l'économie. Apparaît alors une doctrine, qui est la doctrine libérale d'ailleurs en la matière, vous le savez, intolérante, excluant toute intervention susceptible de perturber le libre jeu de l'économie, qui est la condition de l'ordre, toute intervention étant réputée néfaste. Et l'institution centrale de ce nouveau phénomène, eh bien, c'est tout simplement le marché. Monsieur le marché. Vous ne trouvez pas ridicule, quelquefois? Vous avez, par exemple, une modification des taux des banques centrales. On dit, on attend la réaction du marché, comme si c'était une personne physique, presque, alors que le marché n'existe pas. Ce sont des gens qui font le marché, qui agissent sur le marché. Jusque-là, mesurez la révolution que ça représente. L'économie n'était pas érigée en système distinct, mais étroitement imbriquée dans le tissu social. Le marché unifié s'est maintenant étendu aux dimensions du monde. Tout était devenu marchandise, et même ce qui ne l'était pas. C'est-à-dire, on l'a vu au XIXe, le travail, la terre, la monnaie. Et ce marché rejette tout contrôle et se constitue en autorité suprême. Les États souverains s'inclinent devant sa loi. Ah, le marché. Nouvelle révolution, le turbo-capitalisme a trouvé son nouveau carburant, inépuisable, c'est la financiarisation. Et on va arriver à cette espèce de paradoxe qui fait que, bien entendu, la finance a toujours été considérée jusque-là comme étant au service de l'économie. Eh bien, on a inversé la chose. C'est l'économie qui est au service de la finance. Et ça, c'est un phénomène considérable. Aurélien Véron, dans Alternative libérale, nous dit « Les nouvelles règles de cet univers globalisé sont positives. Pas de caste, pas de frontières, pas d'a priori. Les pays ou les entreprises qui n'avaient pas accès aux capitaux voient arriver ces investissements avec bonheur, mais aussi appréhension. Ils savent que dorénavant, ils devront accepter les remises en question et les règles du jeu des économies capitalistes s'ils veulent profiter des fruits de cet argent venu d'autres cieux. » C'est quoi la financiarisation? Cette nouvelle transformation qui affecte le capitalisme. Il faut tenir que c'est une culture qui s'enseigne, en particulier dans nos grandes écoles de commerce, etc. Je me souviens, parce que c'était ma boîte qui me le payait en fin de carrière, j'ai passé un diplôme de management immobilier à l'université Paris-Dauphine, temple de la finance anglo-saxonne. Et le type qui nous faisait les cours, qui a fini doyen d'ailleurs de Dauphine, développait toute la finance anglo-saxonne. Et à la fin des cours, je lui dis, mais vous y croyez, tout ce que vous nous avez dit? Il avait pas mal d'humour, il a eu un petit recul, il m'a dit, non, pas tout. Ah, je lui ai dit, c'est embêtant. Moi, j'ai un neveu qui a fait un 3e cycle avec vous, il a tout gobé. Ah, il m'a dit, oui, je sais.
eux-mêmes savent que c'est idiot. Ça paraît extrêmement compliqué, la finance, etc. En réalité, c'est simple. Il y a quelques principes à retenir et tout passe par le crible de ces appréciations. Et la financiarisation accélère l'autonomisation de la sphère économique. C'est une tendance de plus en plus nette à l'absorption de toutes les autres sphères qui échappaient jusque-là à l'univers marchand. Son expansion infinie intègre, encastre, comme disent les anglo-saxons, toutes les valeurs d'une société dans laquelle tous les besoins des particuliers qui la composent étant satisfaits exclusivement par des produits et services marchands. Ces valeurs mêmes sont appréciées par le marché. Pour le reste qui ont contribué à cette financiarisation, la dérégulation de la finance, liée à la déterritorialisation et à l'effacement du politique. Ça contribue à l'effacement du politique. Et en France, qui est un phénomène assez curieux, cette dérégulation a été réalisée pour l'essentiel par la gauche, par le trio Delors, Jospin, Bérégovoy. Et il y a même le Fonds monétaire international qui fait travailler les technocrates, a bâti un index de libéralisation financière qui combine 7 paramètres, c'est extrêmement compliqué, enfin peu importe, et qui révèle que cette libéralisation a été effectuée en France à hauteur de 70% par des gouvernements de gauche. Les mesures de déréglementation financière prises pendant une vingtaine d'années sont impressionnantes. Je ne fais pas la liste parce que c'est un peu lassant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 90, tous les règlements et contrôles des activités bancaires ont été supprimés, afin de permettre une circulation plus fluide des flux financiers. Toutes les réglementations issues de la crise de 29 ont été démantelées dans les services financiers pour permettre une meilleure allocation des ressources dans l'économie pour favoriser la croissance. Merveille. Vous avez vu la disparition du bloc communiste qui était à la marge et qui a été intégré. Enfin, pas aujourd'hui, mais bon. Le développement exponentiel des technologies de l'information et de la communication, qui permet en particulier à des investisseurs nomades, par définition, de comparer la rentabilité de leurs capitaux et de réaliser des investissements sans limite spatio-temporelle. Le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population qui alimente les fonds de pension actionnaires qui, normalement, rémunèrent les retraites. Et ces fonds sont dans la nature prédateurs, exigeant des taux de retour sur investissement intenables à moyen et long terme. Le développement du crédit, du berceau à la tombe. J'avais lu il n'y a pas très longtemps un papier c'était la Caisse des dépôts, disant comment financiariser à partir du berceau. Parce que chaque être humain, en réalité, il y a même des estimations de la valeur de l'être humain qui sont faites sur le fait que vous naissez à tel endroit, dans tel milieu, etc. Vous allez donc dépenser tant au cours de votre existence. On va actualiser la somme de ce que vous allez dépenser et c'est ce que vous valez. Fabuleux. Donc l'entreprise n'est plus qu'une machine à produire du cash. On l'achète, on siphonne, et puis adieu. Tous les moyens sont bons pour utiliser les profits dégagés jusqu'à racheter ses propres actions pour faire monter les cours. Vous savez ça. Et la financiarisation oblige les entreprises à ne jamais tenir pour acquis ce qu'elles considéraient comme leur cœur de métier, lieu de mise en commun, de savoir-faire et d'infrastructure. Tout est devenu produit financier. L'entreprise, comme les autres acteurs, n'est en langage financier qu'un sous-jacent qui parachève la déconnexion croissante entre l'économie réelle et l'économie financière. Et les méthodes financières s'en servent.
C'était le cas du management immobilier à l'Université Dauphine, il y a plein de cas comme ça. Et là, on fabrique des élèves dans les grandes écoles de commerce, brillants souvent, mais idiots. Parce qu'ils sont tellement cadrés qu'ils ont une vision purement comptable du monde et ils sont incapables de sortir de ça. On leur a donné les clés d'accès au monde. Logique de court terme, c'est tellement vrai qu'on cherche désormais à maximiser par trimestre le résultat économique des entreprises. En fin de carrière, dans l'estimation, l'appréciation des CVI, etc., et d'un certain nombre d'éléments, on nous demande des analyses de marché trimestrielles. Comment voulez-vous évaluer la modification des marchés sur 3 mois? Personne ne peut le faire, donc on faisait n'importe quoi, pour être honnête, pour faire plaisir aux demandeurs. Et c'est impossible. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la spéculation et la finance prévalent sur la production et le commerce, et constituent la vision de l'économie actuelle, avec des effets évidemment sur la société. À cause de la nécessité, où sont les entreprises, de réduire au maximum les coûts de production, sans trop se soucier de l'avenir des employés, la mobilité du travail est de plus en plus forte, et les emplois temporaires remplacent les emplois définitifs. C'est tout bête. Et on assiste à la disparition des métiers. Pourquoi? Parce que former quelqu'un à un métier, c'est par définition une formation longue, surtout dans les métiers de praticien. Et c'est onéreux, avec le risque en plus de départ post-formation. Les entreprises vous disent, attendez, on va former quelqu'un là pendant 2 ans, ça va nous coûter cher, ça se trouve, il va partir à la concurrence. Donc, terminé. Je donne un exemple. Quand je suis rentré au Crédit Foncier, donc comme expert, analyste des risques immobiliers, j'ai subi 6 mois de formation générale et 2 ans de formation sur le tas, pratique. Aujourd'hui, c'est 15 jours. C'est-à-dire qu'on donne aux candidats un classeur avec quelques modèles d'expertise, et puis on le met. C'est fantastique, parce que ça permet d'avoir des gens qu'on ne paye pas, qui utilisent un logiciel financier. C'est pas compliqué, hein. On rentre un certain nombre de données, on appuie sur un bouton, etc. Et derrière, il y a un praticien ancien qui a de la bouteille, qui dit, voilà, là, écoute, on va prendre tant comme taux d'actualisation, et comme taux de rendement en fin de période, tant. Qui est absurde. Ce sont des taux qu'on projette sur 10 ans, souvent, parce qu'on prend les OAT 10 ans comme modèle, alors qu'on sait très bien que si ça se trouve, avec la volatilité en plus des taux, que dès demain, le modèle sera faussé. Et avec un certain nombre de copains, on s'était amusé à prendre des expertises qu'on a fait il y a une dizaine d'années avec des méthodes financières. On se fait peur quand on voit les résultats, parce que c'est absurde. Mais bon, c'est simple, et ça permet d'avoir un manière de souris qui appuie sur un bouton, qui a un résultat, il a fait une expertise. C'est absurde, on détruit les métiers. Et surtout, ce qui est plus grave, c'est que l'éventuelle augmentation du PIB, d'un certain nombre d'indices économiques aussi, n'implique plus un avantage pour les gens, et notamment une réduction du taux de chômage. Donc on peut avoir, on vous dit, ah, l'économie progresse, etc., et en même temps le chômage progresse. Curieux quand même, parce que ça n'a plus rien à voir avec l'économie. Regardez en bourse, où on salue les réductions d'emplois dans les entreprises. Ah, parce que on licencie 3000 personnes, donc les résultats vont s'améliorer. Donc c'est une bonne chose. Point final. Les gens, on s'en fout. Quel est le modèle vendu aujourd'hui?
Il repose sur l'ingénierie financière, les services et le tourisme. Dans le courant du XXe siècle, les activités primaires et secondaires et tertiaires ont changé de manière considérable. Le secteur tertiaire aujourd'hui représente près de 80% des emplois. Ce qui veut dire que seuls 20% de la population a un lien avec une production quelconque. Conséquence, l'augmentation de la population administrative, qui entraîne l'augmentation considérable des normes, des lois, qui rendent la production de moins en moins rentable. D'où une désindustrialisation et une diminution des emplois industriels qui passent de 5,5 millions à 3,8 millions entre 1978 et 2003 et 3,2 millions aujourd'hui. Et la descente continue. Je ne parle pas des agriculteurs. Hein. La désindustrialisation est un corollaire de la tertiarisation de l'économie et une conséquence de l'ouverture des échanges, entraînant une concurrence entre les pays anciennement industrialisés à haute protection sociale et les pays nouvellement industrialisés à bas salaire, aboutissant à des relocalisations. Enfin, vous connaissez tous le phénomène. On notera quand même que c'est la France qui a la plus faible proportion d'emplois industriels en Europe. Exemple absurde. Dans de nombreux hôpitaux aujourd'hui, les emplois administratifs sont plus nombreux que les emplois de soignants. Fantastique. Influence de la financiarisation. Je vais vous prendre l'exemple de la Grèce. Il y a déjà un petit moment, et je viendrai à un exemple plus récent. Ce qui a déclenché la crise grecque, c'est une action ciblée par 5 fonds spéculatifs, dont celui de George Soros. 5 fonds dont les dirigeants se sont réunis dans un restaurant de New York en janvier 2010 et ont désigné la Grèce comme proie pour gagner beaucoup d'argent. Un peu avant, les institutions financières s'étaient contentées de simples avertissements sur la situation grecque, mais sans aucune note alarmiste. Goldman Sachs, en particulier, pour permettre l'admission de la Grèce dans la zone euro, avait fortement contribué à masquer le bilan réel de l'État afin de le présenter sous un jour favorable. Mais les dirigeants de Goldman Sachs, qui sont des crapules de droit commun, n'ont pas hésité à informer certains de leurs clients de la situation réelle, ce qui leur a permis de connaître à l'avance cette réalité et d'attaquer sa dette. Comment ? Mais en pariant sur son effondrement. Par le biais de produits dérivés, on peut gagner de l'argent, et même beaucoup d'argent, sur un truc qui est en train de s'effondrer. Les investisseurs peuvent gagner des fortunes en jouant à la baisse sur l'effondrement d'un marché. C'est fabriqué comme ça. Ces fonds se font des fortunes sur les crises qu'ils provoquent et gagnent tellement d'argent que certains de leurs dirigeants ont des revenus annuels supérieurs à 1 milliard d'euros. Comment vous résistez à ça ? Siégeant pour l'essentiel à Londres et aux États-Unis, ces composants de l'oligarchie financière pratiquent un lobbying irrésistible et contrôlent les pouvoirs politiques. En Europe, les chefs d'État ne sont que les dirigeants d'une multinationale obéissant à leurs actionnaires, les citoyens payant les crises déclenchées par les spéculateurs. Aux États-Unis, et partout presque, espérons que ça va changer, les hommes de cette oligarchie sont au pouvoir et font élire qui ils veulent. Les dirigeants de Goldman Sachs occupent, juste après la crise 2010, occupent les postes de directeur du Trésor et le secrétaire d'État, comme c'était le cas pour Paulson, ancien patron de Goldman Sachs, qui avait vendu toutes ses actions juste avant que tout se casse la gueule. Une autre chose que j'ai découverte récemment, ce qu'on appelle les fonds passifs. Les fonds passifs. C'est-à-dire que un certain nombre d'algorithmes et d'applications d'algorithmes ont révélé que, en achetant des actions cotées de New York, etc., ou même en France,
sans rien faire, on arrivait à des rentabilités qui étaient tout à fait intéressantes. C'est ce qu'on appelle les fonds passifs. Vous investissez et vous ne faites rien surtout. Surtout rien. Vous achetez. Ils achètent toutes les actions du Dow Jones, du Nasdaq, sans chercher la performance. En 1975, une entreprise américaine lance le premier fonds dit ETF, Exchange Trade Funded, le seul fonds généré par BlackRock, qui est une boîte spécialisée, représentait alors 1300 milliards de dollars. En 2024, cette somme a été multipliée par 10, atteignant 11 500 milliards, soit pratiquement 4 fois le PIB de la France. Vous imaginez la force de frappe. Les 3 principaux gérants de fonds passifs possèdent 23% de toutes les actions cotées aux États-Unis. Et si on ajoute les autres fonds passifs, c'est 50% de l'ensemble des actions cotées qui seraient détenues passivement. Ces fonds sont des actionnaires importants d'Apple, Microsoft, General Motors. En France, BlackRock est actionnaire de dizaines d'entreprises, Total, Danone, Vinci, AXA, Veolia. Et alors, passifs? Vous pensez qu'ils vont rester passifs? Le président de BlackRock, Larry Fink, publie chaque année une lettre aux investisseurs. Et en 2024, c'était le thème des retraites. Et il exprime bien entendu sa préférence pour les systèmes par capitalisation. Ça va de soi. Il pratique une politique active de lobbying, en particulier avec Macron, qui le reçoit comme un chef d'État. Bref, compte tenu de leur gigantisme, l'investissement dit passif l'est de moins en moins. Et malgré tout ça, il y a une fable qui circule toujours, celle illustrée par le père Sirico qui a écrit un bouquin qui s'appelle Capitalisme catholique et libéral. Bon, ne perdez pas votre temps à le lire. Voilà ce qu'il nous dit. Le marché est entièrement déterminé par un unique but, satisfaire les demandes des consommateurs au meilleur prix. Ses clients rois. Et les libéraux reprennent en cœur la berceuse. L'entrepreneur décide de sa propre initiative des marchandises qu'il va fabriquer ou des services qu'il va offrir. De son côté, le consommateur est libre d'acheter ou non les articles proposés en fonction de ses ressources, de ses besoins, de ses goûts. Le marché donne à l'entrepreneur les informations concernant la demande. Les producteurs apprennent par les consommateurs ce qu'il faut produire et à quel prix il faut vendre. Ils s'efforcent de fournir les meilleures marchandises au plus bas prix pour attirer le plus d'acheteurs. Et, selon Adam Smith, les opérations du marché se font comme sous la direction d'une main invisible. Conte de fées absurde. Qui peut y croire? On omet délibérément que les producteurs ne produisent que ce qu'ils veulent vendre à des consommateurs conditionnés pour acheter. L'offre n'est en aucun cas soumise à la demande. C'est le contraire. Les producteurs inventent de nouveaux besoins et de nouveaux moyens de les satisfaire. Voilà le cycle infernal. La domination de l'offre sur la demande est dans la nature même du capitalisme et grâce aux possibilités d'une publicité, souvent, sinon toujours mensongère, le marché s'est transformé en un moyen d'influence forcé sur les consommateurs. Regardez la pub. Vous avez l'iPhone 17? Non. Comment pouvez-vous être heureux? Il vous le faut. Puis il y a les gamins qui font la pression, etc. Et on est entraîné de plus en plus dans une satisfaction, non plus des besoins, qui était la définition de l'économie classique, mais des désirs. Parce que les désirs sont illimités par définition. Donc, c'est comme ça que le système marche. Donc on est passé presque partout d'une économie industrielle à une économie de services pour arriver à une économie basée sur la finance et la globalisation dans laquelle la spéculation et la finance prévalent sur la production et le commerce. Pour réduire au maximum les coûts de production,
la mobilité du travail de plus en plus forte, avec une croissance des emplois temporaires. Et paradoxe, je le signais, une progression du PIB et de nombreux indicateurs ne s'accompagnent pas automatiquement d'une amélioration du niveau de vie de la population. Or, ça, c'était la justification première du système. C'est mort. C'est mort. Alors, la question qui se pose, comment limiter ça? Comment reprendre la main sur la domination de l'argent? Ben, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Sauf à espérer, et ce n'est pas forcément exclu, que le système s'effondre par là où il a péché. C'est-à-dire, on a un serpent qui se mord la queue, et aujourd'hui, le système est en train de s'effondrer. J'en parle. Je souhaiterais que ça aille un peu plus vite, mais c'est une évidence. Ils le savent, et c'est la raison pour laquelle ils vont devenir de plus en plus méchants. Ils savent qu'ils ont perdu. Les réactions désordonnées, quelquefois, populaires, populistes, quelle horreur, leur montrent bien qu'ils commencent à pédaler dans la choucroute. Alors, comment nous pouvons-nous rétablir la transcendance du politique, au sens vrai du terme, pour limiter la finance, etc. Eh bien, je livre ça à votre réflexion. Peut-être faudrait-il d'ailleurs qu'on travaille là-dessus. Je pense que tu auras des questions à poser toi aussi. Voilà. Voilà un peu le tableau épouvantable de la domination de l'argent à un point qu'on n'a jamais connu. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Si jamais certains ont quelques réflexions à ajouter ou des solutions à proposer à la question finale. Oui, June. Vous avez parlé de l'effondrement du système à la fin. Je suis d'accord avec vous, mais par quel biais le système va-t-il s'effondrer? Et ça fait déjà quelques années que pas mal d'économistes qu'on pourrait citer comme Marc Toiti annoncent cet effondrement, et finalement tout va bien dans le meilleur des mondes et les marchés sont au all-time high, donc au plus haut moment historique. Alors, toujours aujourd'hui. premier signe d'effondrement, le mondialisme est mort. Ça, c'est une certitude. On avait jusque-là l'unilatéralisme américain qui s'imposait pratiquement partout. Et la contestation des BRICS, qui prennent de plus en plus d'ampleur, était quand même assez extraordinaire. Et qui reviennent, eux, à l'économie réelle. Et quel est leur but? C'est de mettre fin à la suprématie du dollar. Et ça, c'est un casus belli absolu pour les Américains. C'est le dollar qui est menacé. L'économie américaine ne vit qu'à cause de la supériorité du dollar. Un petit exemple. Christophe de Margerie, qui était le patron de Total, qui a été assassiné dans des conditions rocambolesques sur l'aéroport de Moscou, j'en suis persuadé, a été assassiné par la CIA. Qu'est-ce qu'il venait faire? Il venait négocier avec Poutine le fait que les transactions sur le pétrole ne se fassent plus en dollars. Truc de fou. Les Américains ne peuvent pas laisser passer ça. C'est impensable. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup insisté. Je ne sais pas si vous vous souvenez des conditions rocambolesques, un avion, un petit avion, un petit coucou qui roulait là, enfin bon, n'importe quoi. Et c'est en ce sens-là, je dis que le système s'effondre. En même temps, les libéraux, qui sont... Alors, dire que les libéraux sont au pouvoir, c'est délicat, parce que vous allez me dire qui? Alors, il y a les libéraux, là, Macron. Mais Macron, il est rien, c'est rien du tout, il ne passe pas. Non. Si ce n'est qu'il est conditionné par cette espèce de
colonisation mentale qui constitue le réflexe financier. C'est ça. Parce qu'il n'est même pas économiste. Hein. Il ne connaît rien à rien. Il n'a aucune culture. Mais il obéit à un certain nombre de choses, comme la mère Van Leyet. C'est incroyable, le niveau de ces gens-là. Et quand on voit la leçon scandaleuse du vice-président américain nous expliquant que la liberté d'opinion est en train de disparaître en Europe et que c'est la menace numéro 1, il se passe quelque chose. Regardez la progression, je ne sais pas ce que donneront les élections allemandes demain, et on a quand même une progression de la contestation. Le couvercle se soulève. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas, d'une certaine manière, ça ne favorise pas une révolution, etc. Parce que, ça c'est ce que je déplore. Comme dit un philosophe italien que j'aime beaucoup, qui est mort, là, Augusto Del Noce, la bourgeoisie a triomphé parce qu'elle a mis fin à ses deux ennemis traditionnels, la transcendance et la révolution. Il n'y a plus de modèle révolutionnaire. Ils ne craignent plus rien. C'est le problème des gens, d'ailleurs, vous le dites. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous proposez? C'est fini. Plus personne ne propose un modèle révolutionnaire, pas même Mélenchon, qui est un rouage du système. Restons sérieux. Voilà. Nous sommes dans cette situation d'un moment de bascule dont on ne sait pas encore vers quoi il nous amène. Voilà. Quand vous dites, Antoine, que leur système est en train de s'effondrer, est-ce que leur dernière carte, ce ne serait pas justement de lancer les monnaies numériques pour justement essayer de sauver leur système, en fait? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et la raison pour laquelle je me souviens d'un texte dans ce que je suis en train d'écrire sur le libéralisme, la détestation de Poutine, c'est pas parce qu'il a envahi l'Ukraine, il s'en fout, mais parce qu'il conteste l'idéologie du progrès, que en Russie actuellement on construit beaucoup d'églises, que voilà, c'est l'obstacle au système. C'est pour ça qu'on Chantal Delsol, que je n'aime pas, tout le monde le sait ici, pour des raisons évidentes, parce qu'elle est libérale fanatique, en réalité. Et je me souviens, j'ai écrit un papier sur elle, un peu pour la démolir, que j'avais envoyé à Hilaire et Christian Franchet. Ah, ils m'ont dit oui, on a compris. Parce qu'elle était invitée dans toutes les conférences un peu réac, etc. Alors qu'elle déteste tout ce qui peut lui rappeler les communautés, etc. C'est la haine. Et vous vous rendez compte, Poutine, il ne participe pas à l'idéologie du progrès, qui est morte, l'idéologie du progrès. Alors, ils ne veulent pas constater tout ça, ça les tue, ils ont vécu là-dessus. Voilà, bon, j'arrête parce que... C'est très bien, très bien. Moi, je fais une petite pause pour changer vite fait.